J'ai ici ma feuille de papier, et puis j'ai deux objets géométriques, des droites, qui sont ici représentés par ces bâtons. Apparemment, qu'est-ce qu'on peut dire de mes deux droites? Elles sont sécantes. Elles vont se couper ici en un point. Quelle définition simple on peut donner de deux droites qui sont strictement parallèles? C'est que ces deux droites, elles se rencontreront jamais. Alors vous avez entendu, j'ai employé le mot strictement parce que je vous rappelle que quand vous avez deux droites confondues, en fait les mêmes droites, vous dites également qu'elles sont parallèles. Eh bien moi je vous dis que je vais pouvoir tenir ces deux bâtons pour qu'ils se rencontrent jamais et qu'ils soient pourtant pas parallèles. Regardez, je les prends et puis je les manipule. Qu'est-ce que je peux faire? Si je les tiens comme ceci, regardez bien. Vous avez celui-ci, celui-ci. Alors si on les met sous un autre angle, pour mieux voir peut-être, comme ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez deux droites qui se rencontreront jamais, et qui pourtant ne sont pas parallèles. Alors est-ce qu'on nous aurait menti en nous disant que deux droites parallèles, ce sont deux droites qui se rencontrent jamais? Non, parce que depuis le début, quand vous êtes à l'école primaire, vous êtes sans arrêt en train de travailler sur une feuille de papier. Si vous imaginez que la feuille de papier est infinie, on avait dit que c'était un plan. Mais alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Ben non, si je travaille sur une feuille de papier comme je le fais depuis l'école primaire, si pour moi tous les objets géométriques ils doivent tenir sur la feuille de papier, que ce soit des points, des polygones, tout ce qu'on peut imaginer. Si je veux avoir deux droites strictement parallèles, j'ai pas le choix. J'aurais bien deux droites qui se rencontrent jamais. Mais alors, pour avoir des droites qui se rencontrent jamais et qui sont pas parallèles, vous avez remarqué ce que j'ai fait? J'ai dû prendre les bâtons et j'ai quitté la feuille de papier. J'ai quitté le plan. Et à ce moment-là, je suis parvenu à avoir une situation où j'avais mes deux droites qui n'étaient pas parallèles et qui pourtant ne se rencontraient jamais. Je quitte la feuille de papier, je quitte le plan et je suis dans l'espace. Pour mieux comprendre, on va utiliser un logiciel que vous connaissez qui s'appelle GeoGebra. Qu'est-ce que c'est que GeoGebra? C'est rien d'autre que votre feuille de papier. On va pouvoir dessiner des droites, des ensembles de points, on va pouvoir dessiner des objets géométriques. Je veux dessiner un rectangle. Bon, j'utilise l'outil polygone et je fabrique mon rectangle. Vous le voyez, ce rectangle. Quels sont ses sommets? A, B, C, D. J'ai enlevé le quadrillage de la feuille de papier qui m'aidait bien à faire mon rectangle. J'ai donc un rectangle, ma feuille de papier. Pensez à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris les deux droites, ou plutôt les deux bâtons qui représentaient les droites, et j'ai quitté la feuille de papier. Pour me retrouver où? Dans l'espace. Donc, si je pense à cette feuille de papier, à ce plan dans l'espace, il pourrait avoir quelle allure? Ben, regardez bien, je passe dans l'espace. Regardez bien cette feuille de papier qui flotte maintenant dans l'espace. Je peux la bouger comme ceci. Je suis bien dans l'espace. Vous reconnaissez le rectangle ici. A, B, C, D qu'on avait fait tout à l'heure sur notre feuille de papier. C'est comme si ici, en gros plan, on avait notre feuille de papier. Et maintenant, dans l'espace. Si je veux agrandir le rectangle, j'ai qu'à revenir directement sur la feuille de papier et je vais utiliser mon quadrillage et puis faire en sorte que, par exemple, mon rectangle ait une longueur plus grande. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire?
une largeur plus grande. Je joue sur combien de dimensions? Sur 2 dimensions, la longueur et la largeur. Et si on se place dans l'espace, je me retrouve bien sûr avec un rectangle plus grand. Mais en étant dans l'espace, je vais pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Tout à l'heure, pour transformer mon rectangle en un rectangle différent, je jouais sur 2 dimensions. Ici, la longueur et la largeur. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur une 3e dimension parce que je suis dans l'espace. Je vais donc utiliser comme point de départ, comme base, ce rectangle pour fabriquer un nouvel objet géométrique. Regardez bien. C'est comme si je faisais en sorte que le rectangle quitte la feuille de papier. Vous voyez cet objet? Il a la forme d'un pavé, comme les pavés que vous voyez sur d'anciennes routes. Bien, il s'appelle un pavé droit. Alors ce pavé droit, on peut le nommer en utilisant le nom des sommets du pavé droit. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors comment je fais? Quand vous démarrez comme pour un polygone, par la base. Vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai employé le mot base. Ceci, là, ce rectangle, c'est la base du pavé droit. A, B, C, D. Et quand vous redémarrez par le point qui se trouve au-dessus du premier point que vous avez donné. Donc regardez bien, A, B, C, D, E, F, G, H. Et vous tournez dans le même sens. Si vous aviez démarré par C, C, D, A, B, G, H, E, F. Ou dans l'autre sens. Alors on l'appelle aussi un parallélépipède à rectangle. Mais souvent, on emploie le mot plus simple, le nom plus simple de pavé. Alors le point H ici, c'est un sommet du pavé droit. Combien de sommets vous voyez? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 sommets. On a 6 faces qui sont toutes des rectangles. La face du dessus, du dessous, qui est la base, ça en fait 2. Et puis les faces latérales, celles de côté, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Je peux m'aider du nom des points pour nommer une face. Ici, cette face du dessus, F, G, H, E. F, G, H, E. Bien faire attention que vous ayez bien les points qui suivent. Quand vous avez un poisson, votre poisson, il aura une forme grâce à ses arêtes. De la même façon, ce pavé droit, les segments qui sont à l'intersection de 2 faces sont essentiels, ce sont les arêtes du pavé droit. Alors ici, j'ai l'arête GH. Combien d'arêtes? Alors ici, si je procède de cette façon, toutes les arêtes parallèles à GH, vous trouvez quoi? 1, 2, 3, 4. Parallèle à H, 5, 6, 7, 8, et enfin 9, 10, 11, 12 arêtes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en regardant attentivement ici notre pavé droit? Bien, vous avez des faces, ici, par exemple G, H, D, C, et puis F, E, A, B. Elles sont en quelque sorte l'une en face de l'autre. Elles sont opposées. De la même façon, F, G, C, B et E, H, D, A sont opposées. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2 faces opposées? Elles sont comment? Parallèles. Alors, regardons un peu les arêtes. Il y a des arêtes qui sont parallèles. Par exemple, si on prend l'arête GH, elle est bien sûr parallèle à l'arête FE. Et qu'est-ce que vous pensez de GH par rapport à BA? Elles sont comment? Elles sont évidemment parallèles. Si vous prenez des arêtes qui ont une extrémité commune, par exemple GH et HE, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ces 2 arêtes, elles sont perpendiculaires. De la même façon, si je prends EH et HD, qui ont une extrémité commune H, elles sont perpendiculaires.
Qu'est-ce qu'on peut dire de deux arêtes qui sont parallèles? Elles ont la même longueur. Et si je modifie la base, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Eh ben, j'obtiens bien sûr ici un autre objet géométrique. Voici. Sa base est on appelle ce genre de polygone, ce quadrilatère qui a deux côtés parallèles, c'est un trapèze. Je peux même modifier la base en faisant un triangle. Je vais confondre par exemple les points D et C. Et ici, ma base est donc triangulaire. Donc on peut jeter un œil, on peut faire bouger notre objet géométrique. La base ici est un triangle. Tous ces objets que je suis en train de créer, ce sont des objets qui n'existent que dans l'espace. Ce sont des solides. Le pavé droit, c'est un solide. Cet objet ici, qu'on appelle d'ailleurs un prisme à base triangulaire, mais vous le verrez plus tard, cet objet géométrique est un solide. Le solide, c'est forcément un objet en 3 dimensions. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour modifier ce pavé droit, je peux évidemment changer la longueur du rectangle ici, la longueur de la base. Je peux modifier la largeur, 2e dimension. Et puis, je peux jouer bien sûr ici sur quoi? Comment on va l'appeler? La hauteur. Donc, 3 dimensions. Vous comprenez mieux maintenant quand vous allez voir certains films, quand on vous dit qu'ils sont en 3D, ce sont des films qui vont vous donner l'illusion que vous êtes dans l'espace, en fait. Donc, c'est pourquoi on l'appelle 3D, 3 dimensions. Quand vous êtes sur votre feuille de papier, vous êtes en 2D, 2 dimensions. Il y a un pavé droit particulier que vous connaissez bien, c'est celui-ci. On part d'une base qui est ce coup-ci non pas un rectangle quelconque, mais un rectangle particulier, un carré. Eh bien, quand je fabrique mon pavé droit, si je m'arrange pour que la hauteur ait la même longueur que les côtés du carré de départ, qu'est-ce que j'obtiens? Un cube. Un cube est donc un pavé droit dont toutes les arêtes ont la même longueur et dont toutes les faces sont des carrés identiques. Vous reconnaissez bien sûr ce solide. Vous avez là un pavé droit. Si je voulais que chacun d'entre vous fasse le même solide, je pourrais seulement vous donner des feuilles de papier. Il faudrait donc que j'arrive à le dessiner sur une feuille de papier pour que vous n'ayez plus ensuite qu'à replier pour obtenir ce solide. Donc il s'agit bien d'imaginer comment on va le déplier pour qu'il tienne sur une feuille de papier. Alors regardez bien, comme si le couvercle s'enlevait, et vous avez les faces ici qui se déplient. J'ai plus à ce moment-là qu'à décalquer sur le papier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le patron du pavé droit. Donc, finalement, faire le patron d'un pavé droit, ça revient à dessiner des rectangles. Vous dessinez toutes les faces. Mais il faut que vous soyez assez fort pour que vous disposiez les faces de manière à ce que par pliage, j'obtienne le pavé droit. Pourquoi j'ai écrit ici un patron du pavé droit et pas le patron du pavé droit? Parce que si vous en avez envie, vous pouvez très bien mettre cette face ici, à cet endroit. D'accord? Et à ce moment-là, quand vous allez replier, ça marche. Vous pouvez très bien mettre ici ce rectangle à cet endroit. Et par pliage, ça fonctionnera aussi. Donc il y a plusieurs patrons possibles. On peut bien le voir ici sur ce cube. Regardez ce que je fais. Je vais réaliser le patron de ce cube. Je le déplie. Si je le veux, je peux changer la position de cette face ici.
Comme par exemple, je vais changer ceci. Vous avez vu ce que j'ai modifié? Ben voilà encore un patron de ce même cube. La preuve. Donc, plusieurs patrons possibles pour un même pavé droit. Il y a quand même une question que je me pose. Comment GeoGebra a fait sur un écran, sur une surface plane, pour représenter ce solide, pour que j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'un objet en 3 dimensions. Et comment donc sur ma feuille de papier, je vais pouvoir faire la même chose pour avoir le sentiment que j'ai vraiment un pavé droit, que je travaille en 3 dimensions. On a ici une figure géométrique qui aurait tout à fait pu être faite sur une feuille de papier, vous la voyez. On a vraiment l'impression d'être dans un espace, c'est comme si on était devant un immeuble avec plein de fenêtres, plein de vitres, etc. Regardez attentivement les 2 segments rouges. Lequel est le plus grand? Bah, évidemment celui-ci. Regardez à présent ce que je fais, et je vais faire disparaître petit à petit toutes les lignes qui étaient en noir. Qu'est-ce que vous constatez? Les 2 segments, en fait, ont exactement la même longueur. Et c'est la présence de ces lignes droites qui vous donne le sentiment que celui de droite est plus grand que celui de gauche. On a donc joué sur la représentation pour vous donner le sentiment qu'un segment était plus grand qu'un autre. Donc, cette technique qui est relative en fait à l'optique, on aurait pu dire que vous étiez victime d'une illusion d'optique, eh bien c'est ce qu'on appelle la perspective. La technique qui consiste à vous faire croire qu'un objet est plus ou moins éloigné ou qu'il est en relief, que vous êtes dans l'espace, c'est la perspective. Alors il y a différentes techniques de perspective. Regardez ici, sur cette photo, vous voyez des enfants qui sont en train de tracer, en fait, ce qui vous apparaît immédiatement comme étant des pavés droits. Pourtant, ils sont en train de travailler sur le sol, sur un plan. Regardez cette fresque égyptienne, on n'a pas le sentiment d'être dans un espace, on ne sait pas quels sont les personnages les plus éloignés ou les plus proches, il n'y a pas de perspective. Regardez par contre cette peinture du XVe siècle, de l'italien Raphaël. Vous avez vraiment le sentiment que vous êtes ici dans un espace. Vous avez des personnages qui sont plus éloignés. Alors comment a-t-il réussi à faire en sorte qu'on ait ce sentiment-là? Regardez bien, tout se passe comme s'il y avait des lignes, ici, qui se rejoignent toujours en un même point. Cette perspective, c'est ce qu'on appelle la perspective à un point de fuite. On pourrait essayer de reproduire cette technique. Par exemple, je démarre avec un point qui sera mon point de fuite. Le voilà, le point de fuite. Ici, je ne vous dis pas ce que je suis en train de représenter. On va essayer de voir ensemble ce qu'on peut obtenir. Ici, je mets des pointillés. Peut-être que vous avez déjà une idée. Je trace à présent 2 lignes qui vont m'aider. Je trace ici un arbre, un deuxième arbre, ici ce qui pourrait ressembler à une maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Une route, des trottoirs, des arbres. Vous voyez qu'avec ce point de fuite, on a le sentiment d'être en 3D, en 3 dimensions, dans l'espace. Mais pourquoi cette technique n'est pas satisfaisante pour nous? Ça ne respecte pas le parallélisme. Ici, les trottoirs, on devrait avoir ici ces 2 bordures parallèles, ce n'est pas le cas. Donc, ça pose des problèmes. Ça déforme trop les objets pour nous. Donc, ce n'est pas la perspective qu'on utilise. À peu près à la même époque, les Japonais, ils n'utilisaient pas la perspective à un point de fuite. Ils avaient une autre perspective.
Regardez bien, on a bien le sentiment qu'on a ici une maison. On est vraiment dans l'espace, en 3 dimensions. Intéressons-nous ici au rez-de-chaussée. Quelle est sa forme? On a bien un pavé droit. Je vais repasser quelques lignes qu'on voit mieux. J'aurai ici cette ligne. Donc ici une face qui serait donc ce rectangle. Et puis j'ai ici une autre face. Alors imaginons qu'on n'ait pas l'étage du dessus, on verrait ici cette arête, ici. Pour nous en mathématiques, c'est mieux. Les arêtes dans la réalité, ici elles sont parallèles, on voit qu'elles sont aussi parallèles sur la figure. Cette face ici, on respecte les longueurs. Mais quelle est l'astuce alors? Reprenons le pavé droit qu'on avait tout à l'heure. Bon, dans la réalité, on avait dit, dès qu'on a 2 arêtes qui ont une extrémité commune, on a un angle droit, vous le voyez. Si je prends la face de devant, que je mets bien devant, eh ben, j'aurai vraiment pas le sentiment que j'ai un pavé droit. On verra un rectangle, si vous mettez exactement devant le pavé droit. Donc là où on triche, entre guillemets, c'est sur ces 4 arêtes ici. Normalement, elles devraient être ici, les 2 là, par exemple, perpendiculaires. Les 2 là, perpendiculaires, etc. Or, elles ne le sont pas. On triche. On fait ce qu'on appelle des arêtes de fuite. Alors, on triche à la fois sur l'angle, il n'est pas de 90 degrés, évidemment, ici, et on triche sur la longueur. Alors on va utiliser le même procédé, la seule différence c'est qu'on va partir donc de la face avant en respectant les angles, en respectant les dimensions, et ensuite on fabriquera les arêtes de fuite. Vous avez remarqué ces pointillés ici. En fait, ces pointillés, ils servent à représenter les arêtes qu'on ne voit pas. Si vous imaginez que l'objet est complètement rempli, opaque, vous ne voyez pas dans la réalité ces arêtes. Donc, si on voulait terminer ici, on a cette arête qui est parallèle à celle qui vient d'ici, mais ici, on ne la voit pas. Donc, je la mets, bien sûr, en pointillé. Ici, on a celle qui va être parallèle à cette arête. Et puis, pour terminer, on aurait bien sûr celle-ci. Quand Napoléon voulait observer un champ de bataille, il allait toujours sur un monticule. On l'appelle le mont Cavalier. Eh bien, ce mont Cavalier qui lui permettait d'avoir ainsi une vue en perspective du champ de bataille. C'est pourquoi cette perspective, cette technique de perspective s'appelle la perspective cavalière. C'est celle que l'on utilisera le plus souvent en géométrie. On veut représenter en perspective cavalière un pavé droit de dimension 4 cm, 3 cm, 7 cm. Bon, un petit schéma pour savoir où je vais. Ici, je vais commencer par la face que je vais faire en grandeur réelle. Je vais prendre 4 cm 3. Pourquoi pas? Bon, je pourrais démarrer par une autre face, mais je vais démarrer par celle-là. Ensuite, je vais fabriquer les arêtes de fuite. Les arêtes de fuite, en vérité, on est d'accord, elles font combien? En vérité, elles font 7 cm. Mais là aussi, on triche. Pour avoir le sentiment qu'on a bien un pavé droit qui correspond au pavé qu'on veut réaliser, on divise ici par 2. 7 divisé par 2, ça fait que je prendrai combien? 3,5. Maintenant, il reste le problème de l'angle. Bon, alors là, ça dépend un petit peu de votre façon de faire, de l'impression que vous voulez donner. Bon, en général, on prend autour de 30 degrés ici. Alors, on va le faire. Je commence par faire mon rectangle. Bon, alors attention, bien sûr, 4 cm sur 3 cm. Le voici. Je vais maintenant faire les arêtes de fuite. J'ai dit que je prenais la moitié, 3 cm et demi, et que je prenais environ 30 degrés. Donc ici, je
Je prends 30 degrés. Alors je m'appuie sur la marque que j'ai faite ici, 3,5, ça me fait ici. Je trace en trait plein, pas de pointillé, parce que c'est une arête que je vois bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire sans arrêt des parallèles. Vous vous souvenez comment on fait des parallèles? On pose son équerre, on va faire l'arête qui est parallèle à celle-ci et qui a une extrémité qui se trouve au sommet de ce rectangle. Je place mon équerre, je place ma règle et je coulisse. Je trace avant de prendre exactement 3,5. 3,5, je trace. Je coulisse et je reprends 3,5. Que pensez-vous de la dernière arête? La seule différence, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, cette arête, je fais attention de bien la faire en pointillé. Je démarre. Et je prends bien sûr une longueur de 3,5. Je n'ai plus qu'à joindre les points. Alors attention, j'ai deux arêtes ici qui sont en pointillé. Donc évidemment la face à l'arrière, la face à l'avant, elles sont superposables, sont les mêmes. Les autres faces opposées également. Mais attention, cette face ici, on a les vraies dimensions, les vrais angles. Toutes les autres, on a modifié les angles pour avoir le sentiment qu'on a vraiment un pavé droit. On a fabriqué donc des arêtes de fuite. Par contre ici, les arêtes qui se trouvent verticales, elles ont la bonne longueur. Un dernier tout petit point de vocabulaire, à la place d'arête de fuite, on peut parler d'arête fuyante, c'est la même chose. Alors, vous vous souvenez sûrement d'un chapitre récent, quand on veut savoir la place qu'occupe un rectangle sur une feuille, il faut le mesurer. Et puisque c'est la place sur la feuille, c'est la surface qu'on veut mesurer. Et cette surface, pour la mesurer, on utilise une petite unité de surface, qu'on appelle unité d'aire, parce que l'aire, c'est la mesure de la surface. Alors comme on avait fait, vous vous souvenez, il suffit de savoir combien de colonnes et de rangées je peux faire avec cette unité d'aire. Ici, je peux en mettre 5 colonnes, puis 3 ici, en largeur, 5 x 3, 15, vous vous souvenez tous de la formule de l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Dans notre exemple, l'unité d'aire, c'était 1 cm². Donc j'obtenais 5 x 3, 15 cm². Oui, mais dans ce chapitre, on travaille dans l'espace. On voudrait savoir la place qu'occupe par exemple ce solide, qui est un pavé droit, ce pavé droit. Et pour ça, on ne peut pas utiliser une unité d'aire. Non, on va utiliser une unité de volume. Le volume, ça correspond à la place qu'occupe un solide dans l'espace. Et pour mesurer la place, l'espace occupé par ce solide, je vais prendre une unité ici. Une unité que je vais appeler l'unité de volume. Et vous remarquerez qu'elle a quelle forme, vous reconnaissez bien sûr, c'est un petit pavé droit. C'est pas une surprise, c'est un cube. Vous vous souvenez sûrement comment j'étais passé du rectangle tout à l'heure avec GeoGebra au pavé droit. En quelque sorte, on va faire de même. Ici, je dépose une première rangée de petits cubes. Les cubes que j'utilise ont pour côté 1 cm, sont bien sûr des centimètres cubes. Vous vous rappelez, on parlait de centimètres carrés quand on parlait d'unité d'aire, mais là, on est dans l'espace. J'ai fait une première rangée, et j'ai donc obtenu un premier pavé droit
qui a pour dimension 3 cm, 5 cm et puis 1 cm. J'en remets une rangée. C'est évidemment très facile de savoir le nombre de cubes que je vais avoir à utiliser. Ben oui, il suffit de faire 5 multiplié par 3. On saura combien de cubes vont sur chaque rangée ici. Ici, j'en ai 15 donc. Regardez, je ne termine pas ma rangée exprès. Pourquoi? Parce que ici, la caméra elle est exactement en face de la face ici du pavé droit. Il n'y a pas de perspective. Si je mets 2 ou 3 rangées, pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y aura qu'une rangée. Donc je ne termine pas la deuxième. Si je veux savoir combien il y a de centimètres cubes, ben, je multiplie 3 par 5 pour savoir combien il y en a au fond. Il y en avait 15. Et puis je multiplie par le nombre de rangées. Donc ici, si j'ai un pavé droit qui a pour dimension 5, 3 et 2, pour trouver le volume, 5 multiplié par 3 multiplié par 2. Voilà la formule qui me permet de savoir le volume d'un pavé droit. Si vous prenez une boîte d'allumettes, vous avez 7 cm ici. Vous en avez 5 ici et vous en avez sur la hauteur 3. 3, 7, 5. Si je veux le volume de cette boîte, 3 fois 7 fois 5 égale 105. Mais 105 quoi? Centimètre fois centimètre fois centimètre, vous vous souvenez? Centimètre, non pas carré, mais avec un petit 3. Qu'on lit comment à votre avis? Centimètre cube, bien sûr. Donc en résumé, un pavé droit, longueur, largeur, hauteur. Je veux le volume, longueur fois largeur fois hauteur. Évidemment, si j'ai un cube, j'ai le côté qui est bien sûr de même longueur partout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Côté fois côté fois côté. Comme on l'avait vu pour les aires, suivant la taille des objets, on ne va pas utiliser la même unité. Si j'ai un objet très petit, je peux utiliser par exemple 1 cm3. Mais si j'ai un objet très grand, je vais vouloir utiliser une unité plus grande. Alors si je pars du centimètre cube, je vais faire non plus un cube de côté 1 cm, mais de côté 10 cm. Donc je vais mettre 10 cubes, et puis bien sûr, dans le troisième côté, 10 cubes. Je multiplie donc toutes les longueurs correspondant à mon cube par 10. Alors attention, regardez ce que j'obtiens. J'obtiens ceci. D'accord? Vous avez ici 10, 10, et puis bien sûr 10, ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez bien, on peut le voir ici sur cette image. À votre avis, combien de petits cubes comme ceci je peux mettre dans ce grand cube? Ben, je peux en mettre 100 sur une face, mais je vais avoir 10 rangées, 10 fois 100, ça fait 1000. Donc 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les changements d'unité? Toujours, je vous rappelle, savoir par cœur, kilo, hecto, déca, l'unité, déci, centi, milli. 1 décimètre cube, c'est comme si j'avais ma virgule ici, après le 1, puisqu'elle désigne l'unité. Pour passer des décimètres au centimètre, je vais vers la droite, de 3 rangs. 1, 2, 3. 1000 cm3. En fait, quand on utilisait les unités d'air, on allait de 2 en 2. Pour les unités de volume, je vais aller de 3 en 3. On va convertir quelques mesures. Toujours, ce que je vous disais qui est essentiel, il faut que vous sachiez par cœur placer kilo, hecto. Qu'est-ce que j'ai après? Déca. L'unité. Ensuite, j'ai déci, centi. Et puis, pour terminer, je suis au milli. Notre unité officielle, c'est le mètre cube.
Alors attention, toujours avoir la même idée, c'est comme si vous étiez dans ce tableau. Décimètre cube. Vous avez votre virgule ici. Vous allez aller vers la gauche ou la droite? Vers la gauche pour aller vers les mètres cubes. Donc vous écrivez vos chiffres le plus à droite. Mettez votre doigt sur la virgule. On est au décimètre cube. Je veux aller où? Au mètre cube. Déci, mètre cube, je vais de 33. 1, 2, 3. Je mets la virgule. Je suis au mètre cube. Terminé. 123,2 km3. Je vais aller des kilomètres cubes au décamètre cube. Kilo, déca, je vais vers la droite ou la gauche? Vers la droite. Je mets mes chiffres le plus à gauche possible parce que ma virgule va se déplacer vers la droite. Attention. Je suis au kilomètre cube. Kilomètre cube. Hectomètre cube. Alors, 1, 2, 3. Il y a du vide, je mets des zéros. Attention. Hectomètre cube. Décamètre cube. 1, 2, 3. Je reprends kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube. Je fais des paquets de 3 pour lire. 123 200 000. Centimètre cube, décimètre cube, je vais aller vers où? Je vais aller vers la gauche, donc je mets le 5 à droite. Bon, l'emplacement de la virgule, elle existe cette virgule. Si vous tapez 5 virgules, ça marche sur votre calculatrice. La virgule vous indique l'unité, donc c'est ici. Centimètre cube, décimètre cube. 3, 1, 2, 3. Et je mets la virgule. Géométrie dans l'espace, le pavé droit. Un pavé droit, c'est un solide qui est formé de 6 faces rectangulaires. Alors à la place de dire pavé droit, on peut dire parallélépipède rectangle. Alors attention, quand vous avez un pavé droit, vous pouvez le nommer à l'aide de points. Alors ici, par exemple, quand vous commencez par une des faces. Par exemple, A, B, F, E. Pourquoi pas? A, B, F, E. Et vous continuez en démarrant par la lettre qui est sous le A. Donc ça va me donner quoi? A, B, F, E. Je tourne toujours dans le même sens. D, C, G, F. Donc, bien sûr que je peux appeler ce pavé droit A, B, C, D en commençant par la face de devant. A, B, C, D, E, F, G, H. Mais je peux aussi l'appeler, comme je viens de vous montrer, A, B, F, E, D, C, G, H. Vous tournez dans le même sens et quand vous changez de face, vous prenez le point qui est en dessous du premier point que vous avez donné. Alors l'intersection de deux faces, c'est un segment. Ce segment s'appelle une arête. AE et EF, par exemple, ce sont des arêtes du pavé droit. H et B sont des sommets du pavé. Quelques propriétés. Un pavé droit possède 8 sommets, 6 faces, 12 arêtes. Il a 3 dimensions, bien sûr. Longueur, largeur, hauteur. 3 dimensions. Vous êtes dans l'espace, vous avez un solide. C'est pourquoi, quand certains films, on les appelle des films 3D, où vous avez le sentiment d'être dans l'espace et d'avoir effectivement devant vous des objets solides que vous avez l'impression de voir. Les faces opposées sont parallèles. Alors, en exemple, AEHD et BFGC, regardons. Vous le voyez bien, AEHD, je nomme une face en donnant ces 4 sommets, et la face opposée, celle qui est juste en face, c'est BFGC. Ces 2 faces sont bien opposées, et elles sont parallèles. 2 arêtes parallèles ont la même longueur, 2 faces non opposées sont perpendiculaires, et 2 arêtes ayant une extrémité commune sont perpendiculaires. Donc si vous prenez 2 arêtes parallèles comme EF et AB, elles ont bien sûr la même longueur. Si on prend des faces qui ne sont pas opposées, comme AEHD par exemple, et EFGH, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elles sont perpendiculaires. Enfin, si vous prenez 2 arêtes qui ont une extrémité en commun, eh bien, ces 2 arêtes sont
perpendiculaire. Un cas particulier que vous connaissez bien, c'est le cube. C'est un pavé droit dont les 6 faces sont des carrés. Toutes les arêtes ont la même longueur. Qu'est-ce que c'est que le patron d'un pavé droit ou plus généralement d'un solide? C'est un dessin qui permet de réaliser ce solide après découpage et pliage. Donc si vous prenez ce dessin ici, le premier dessin que vous voyez, par pliage, vous allez arriver à faire le pavé droit. C'est ce qu'on appelle ce dessin le patron. Alors attention, il y a plusieurs patrons possibles pour un même pavé droit. Donc regardez ici ces 3 patrons. Imaginez que vous êtes en train de les plier, vous arriverez qu'à chaque fois, vous arrivez à former le pavé droit de départ. Donc il n'y a pas qu'un seul patron. Pour représenter sur une feuille de papier qui est en 2 dimensions, pour représenter des objets en 3 dimensions, des solides, il y a plusieurs techniques possibles. Ces techniques, ce sont les perspectives. Si vous regardez à gauche le dessin, la fresque égyptienne, vous voyez qu'il n'y a pas de perspective. Les personnages, on ne sait pas lequel est plus éloigné que l'autre. On n'a pas le sentiment d'être dans un univers de 3D. Si vous regardez le deuxième tableau, celui de Raphaël, là, on a le sentiment d'être véritablement dans un espace. Pareil pour le troisième, la peinture japonaise. Pourtant, ces 2 tableaux utilisent 2 perspectives différentes. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la perspective à un point de fuite. Et le troisième, ce qu'on appelle la perspective cavalière. Celle à un point de fuite ne nous intéresse pas tellement en géométrie, parce qu'elle ne respecte pas en particulier le parallélisme. Quand vous avez des droites parallèles, elles ne restent pas forcément parallèles dans la perspective à un point de fuite. Alors que ici, au niveau de la peinture japonaise, vous voyez bien que la maison en bas en particulier a une forme de pavé droit. Et là, vous avez le respect des arêtes parallèles. Donc cette perspective-là, c'est celle qu'on va employer, ce qu'on appelle la perspective cavalière. Alors pourquoi elle s'appelle perspective cavalière? C'est parce que Napoléon, quand il voulait observer son champ de bataille, il se mettait sur un monticule qu'on appelait le mont Cavalier. Il faisait grimper son cheval sur ce monticule et ça lui permettait d'avoir une vue du champ de bataille en perspective. Bien, alors comment on fait pour représenter un pavé droit en perspective cavalière? Prenons un exemple. Je vais représenter un pavé droit de dimension 8 cm, 5 cm, 4 cm. Je commence par faire la face avant, celle qui est devant mes yeux. Donc celle-là, je la fais en vraie grandeur. Donc là, je vais faire un rectangle de 8 cm sur 5 cm. Ensuite, pour donner l'illusion d'être en 3D, on va un peu tricher. Les arêtes qui partent vers l'arrière, qui devaient être perpendiculaires, on va faire ce qu'on appelle un angle de fuite. On va faire une arête de fuite. Donc vous voyez, c'est 30 degrés ici, normalement ça devrait être 90 degrés. Donc on prend 30 degrés, 45 degrés, et on fabrique des arêtes de fuite, en l'occurrence qui devraient faire 4 cm dans mon exemple, mais vous les réduisez de moitié. C'est-à-dire qu'on va seulement faire des segments de 2 cm. Alors on respecte le parallélisme, donc on va se retrouver avec 4 arêtes. Il y en a une que vous ne voyez pas en bas à gauche. Donc vous la mettez en pointillé. On ne la voit pas parce qu'on imagine qu'on a devant nous un pavé droit qui serait rempli, par exemple. Donc les arêtes qu'on ne voit pas, on les met en pointillé. Quand j'ai fait ça, j'ai plus qu'à relier les points pour obtenir les arêtes qui manquent. Donc vous voyez qu'il y a 4 faces qui sont déformées. Il y a 2 faces qui sont en vraie grandeur, la face avant, la face arrière. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le parallélisme, il est bien respecté. Les arêtes de même longueur sont de même longueur. D'où l'intérêt de cette perspective pour nous. L'aire d'une surface, c'est la place qu'elle prend sur une feuille. Qu'est-ce que c'est que le volume d'un pavé droit? C'est la place que prend le solide, le pavé droit en l'occurrence, dans l'espace. Donc l'unité de volume utilisée, c'est bien sûr un petit solide, en l'occurrence c'est un cube.
L'unité de volume officielle, c'est le mètre cube. On note M avec un petit 3, mètre cube. Alors, il existe plusieurs unités de volume, comme il existait plusieurs unités d'air. Si je prends un cube de 10 cm sur 10 cm, c'est ce qu'on appelle un décimètre cube. Alors, regardez bien, un décimètre cube, ça ferait 1000 cm3. Donc, pour passer des décimètres cubes au centimètre cube, je multiplie par 1000. Donc, quand je vais changer de place une virgule, quand je vais convertir, je ne vais pas aller de 2 en 2 comme pour les airs, mais de 3 en 3. Alors, si on prend un tableau de conversion, ça nous donne quoi? Kilo, hecto, déca, l'unité, déci, centi, milli. Alors ici, kilomètre cube, hectomètre cube, etc. Bon, si je prends 435,6 mètres cubes, alors attention, la colonne des mètres cubes, c'est celle qui est la plus à droite. Vous avez vu qu'il y a 3 petites colonnes en dessous de mètres cubes. Pareil pour décimètres cubes, etc. C'est la dernière toujours qui correspond au mètre cube. Celle d'avant, c'est les dizaines de mètres cubes. Celle d'avant, c'est les centaines de mètres cubes. Et quand on arrive à 1000 mètres cubes, on est au décamètre cube. Alors, si je veux transformer 435,6 mètres cubes, je veux le convertir en décamètre cube. Je mets mon doigt sous la virgule, je suis au mètre cube. Quand je vais du mètre cube au décamètre cube, c'est l'unité qui est juste avant, je décale de 3 rangs, je vais de 3 en 3. Donc ça me fera 0,4356 décamètres cubes. Vous vous souvenez que pour les unités d'air, il y avait des unités particulières, l'hectare, l'ar, qui servaient à mesurer la superficie d'un terrain. Eh bien, quand vous prenez des liquides, eh bien, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les unités de capacité. Quand vous prenez une bouteille de jus de pomme, vous dites « je prends 1 litre de jus de pomme ». Vous ne dites pas « je prends 1 décimètre cube de jus de pomme ». Moi, je vous conseille de toujours retenir que le litre, c'est 1 décimètre cube. Alors, par exemple, si j'ai à transformer 0,4356 décamètres cubes en litres, je dis que ça revient à passer des décamètres cubes au décimètre cube. Je mets mon doigt sur la virgule, attention, décamètre cube, mètre cube, je suis entre le 5 et le 6. Décimètre cube, j'arrive à 600. Ça me fait 435 600 litres. Si je veux transformer ces 435 600 litres en décalitres, la virgule actuellement, c'est comme s'il était après le 435 600. Vous êtes d'accord? La virgule, elle sert à désigner l'unité. Si je veux passer des litres au décalitre, je recule d'un seul rang. Attention. Alors, si j'ai 3,7 hectomètres cubes, si je veux le résultat en décamètres cubes, je vais aller de 3 rangs vers la droite. Décamètre cube, c'est l'unité qui est juste à côté de hectomètre cube, et je vais de 3 en 3. Je vais transformer les décamètres cubes en hectolitres. Alors, toujours la même technique, moi, c'est comme ça que je procède. J'en connais qu'un par cœur, c'est le litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, je vais d'abord transformer en litre et après revenir au hectolitre. Ou bien, vous utilisez le tableau. Alors, si on veut calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, on voit tout de suite comment on va faire en regardant ce petit dessin ici. Vous voyez, je regarde d'abord ce que je peux mettre au fond. Et après, je multiplie par le nombre de rangées. Alors, pour trouver ce que je peux mettre au fond, sur la face du bas, qu'on appelle la base, eh bien ici, ça va me faire 5 fois 3. 15. Je peux mettre 15 cubes sur cette face. Et ensuite, je regarde de combien je vais monter. Je monte de 4, donc je multiplie par 4. 5 fois 3 fois 4. Donc, quand je veux calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, je prends les 3 dimensions, je les multiplie entre elles. Un pavé droit, longueur grand L, largeur petit l, hauteur h. Je fais, pour trouver le volume, V égale grand L fois petit l fois h. Alors évidemment, si c'est un cube, on a les 3 mêmes dimensions, ça me donne c fois c fois c, si je décide d'appeler le côté petit c, ce qui me fait c au cube, c avec ce petit 3 ici. Deux exemples. Si j'ai un pavé droit qui a pour dimension 5 cm, 3 cm, 2 cm, ça va me donner 5 fois 3 fois 2, ça va me donner 30.
30 cm3. Par contre, si j'ai un cube qui a pour côté 4 cm, ça va me donner 4 x 4 x 4, c'est-à-dire 4 au cube, autrement dit 64 cm3.